Bienvenue chers téléspectateurs de la télévision rwandaise. Aujourd'hui, nous avons le plaisir d'accueillir le porte-parole adjoint du gouvernement du Rwanda pour revenir sur la situation sécuritaire, notamment dans la partie ouest du Rwanda et surtout et en général dans le contexte régional où depuis plusieurs mois, nous assistons à l'escalade des menaces, notamment du côté de la RDC, où les mouvements de troupes continuent à s'accélérer et ce qui menace directement la sécurité du Rwanda. Bienvenue, Monsieur Alain Mukurarinda, pour cette interview. Merci beaucoup. Alors, nous sommes sortis, nous sommes dans une impasse depuis plusieurs semaines. Le contexte régional, il y a eu des efforts. Moi, je dirais depuis plusieurs années. Voilà, pour parler, peut-être on va revenir un peu plus loin sur les causes profondes même du conflit qui ronge cette région. Mais maintenant, pour revenir un peu plus dans le contexte récent, il y a eu deux possibilités, notamment la feuille de route de Luanda, il y a eu le processus de Nairobi qui semblait avoir en tout cas l'accord de tout le monde s'était d'accord, que ce soit au niveau de la région, que ce soit au niveau de l'Union africaine et même les Nations Unies qui avaient appuyé et les partenaires internationaux. Aujourd'hui, nous sommes dans l'impasse. Monsieur Je ne pense pas que l'on soit dans l'impasse parce que il y a une préoccupation que le Rwanda a voulu noter. Vous venez d'en toucher un mot. On avait un processus de Luanda, de Nairobi, où les pays de la région, soutenus, comme tu l'as dit, par l'Organisation de l'Unité africaine, par les Nations Unies, un processus qui avait été décidé également par et signé par la République démocratique du Congo, sans lequel il fallait essayer de résoudre le problème de l'insécurité à l'est de la RDC par des voies de discussion, par des voies de négociation. Et entre autres, on avait décidé la création d'une unité des militaires, si je peux m'exprimer ainsi, et qui était déjà sur place. Une force régionale. Une force régionale, et qui avait déjà commencé à travailler, à mettre en application les décisions des chefs de l'État. Vous faites allusion à l'East African Community Force, les forces de l'East African Community. Oui, parce que la force était déjà installée. La RDC avait souhaité que les hommes de troupes de l'armée rwandaise ne participent pas. Et le Rwanda avait dit si c'est cela qui allait amener à porter la paix, il n'y a aucun souci. Ils avaient commencé à... Ce qui était du droit de la RDC. Absolument, mais non, aussi du droit du Rwanda de participer. Exactement. Mais ils ont dit, OK, si c'est cela qui va apporter la paix, pas de problème. Allez-y. Et allez-y. Et puis, d'un autre côté, la force s'est installée difficilement. On l'a toujours dit que, en fait, la RDC, ce qu'elle souhaitait, c'était de continuer la guerre. Et personne ne nous croyait à ce qu'on disait. On avait dit, oui, ils ont signé, mais regardez, chaque fois quand ils arrivent à Kinshasa, ils disent le contraire de ce qu'ils ont signé. Et même en pratique, ils ont encouragé la population à chasser la force, la dite force. Oui, on l'a vu au sud de tout le monde. Et puis, malgré ça, la force a commencé à travailler, le mouvement M23 a reculé, ils ont récupéré les terres ou les endroits que le M23 avait accaparés par la force. Et voilà. Mais le gouvernement congolais a toujours eu cette idée derrière la tête de vouloir résoudre ce problème par la force. Et aujourd'hui, on est dedans. C'est-à-dire, vous revenez au mot que j'ai dit, on est dedans, c'est que nous sommes dans l'impasse, puisque, en tout cas, le processus de Nairobi et même la feuille de route de Luanda, si les forces de l'EAC sont parties, c'est qu'il y a eu échec
ces deux processus sur le terrain? En fait, j'avais dit que nous, on n'est pas dans les passes. Dans ce sens, oui. Mais de l'autre côté, pour le gouvernement congolais, je ne pense pas qu'ils soient dans les passes. Parce que lui, ce qu'il souhaitait, c'est la guerre. Et il a sa guerre. Mais en général, comme tu l'as dit, on est dans les passes et c'est l'échec de la communauté. Vous voulez dire que la République démocratique du Congo et son gouvernement n'étaient pas dans la logique de ces deux processus-là? Absolument, absolument pas. Ils n'y étaient pas. En d'autres mots, ils disaient une chose et son contraire à la fois? Ils disaient une chose et ils faisaient le contraire. Et aujourd'hui, on en a la preuve. La force est arrivée, elle s'est installée, elle a voulu travailler difficilement jusqu'à ce qu'elle soit chassée de la RDC. Voilà, la force de l'EAC est partie. Exactement. Nous sommes sur un autre chapitre maintenant avec la SADC qui est arrivée, tout en rappelant que la RDC appartient aussi bien à l'EAC qu'à la SADC. Mais la RDC, ça fait déjà plusieurs années qu'elle est membre de la SADC. Est-ce que pour ce qui est maintenant de l'actualité la plus récente, nous sortons, nous sommes au lendemain du sommet, du 37e sommet des chefs d'État et de gouvernement de l'Union africaine. Et en marge de ce sommet, il y a eu un mini-sommet sur la question sécuritaire à l'est de la RDC, une question qui préoccupe les voisins directs, mais également d'autres membres. Qu'est-ce que le gouvernement du Rwanda ou qu'est-ce qui est ressorti de ce sommet pour sinon renforcer ou relancer les efforts de Nairobi et les efforts de Luanda? Bon, aujourd'hui, c'est trop tôt pour le dire parce qu'on n'a pas encore reçu de rapport officiel, que ce soit au niveau de l'Assemblée en général ou des réunions qui ont eu lieu en comité. Mais je pense que la position du Rwanda a toujours été la même avant la réunion, pendant la réunion et après la réunion. Le Rwanda est toujours prêt à participer à ce genre de rencontres, de négociations, de pourparlers, parce que le Rwanda est convaincu que la seule façon de résoudre ce problème, c'est par la voie de discussion. Et il y a eu des discussions. On a essayé de faire aussi des discussions en tête en tête. Mais aujourd'hui, on n'a pas encore de rapport. Le jour où on aura de rapport de ce qui s'est passé, on pourra en discuter. Mais de notre côté, le Rwanda a toujours, malgré qu'il soit toujours prêt à discuter, mais il n'oublie pas de noter ou de faire savoir ses préoccupations. Justement, à ce propos, par rapport aux préoccupations du Rwanda, et au lendemain du sommet de l'Union africaine, au lendemain de ce mini-sommet sur la question sécuritaire dans la région, le gouvernement du Rwanda, en date du 18 février, a sorti un communiqué. Et là, l'entête même du communiqué était le Rwanda qui y a clarifié sa position en matière de sécurité. C'est quand même un long communiqué avec des détails, notamment le Rwanda, le communiqué commence à montrer la préoccupation du Rwanda pour ce qui est des processus qu'on a cités, l'abandon des processus de Nairobi et la feuille de route de Luanda. Et surtout, le Rwanda cite nommément l'indifférence de la communauté internationale. Aujourd'hui, on doit savoir, comme tu l'as dit au début de cette émission, le processus de Luanda, le processus de Nairobi est soutenu par l'Union africaine et par les Nations unies. Aujourd'hui, on doit éclaircir la situation. Est-ce que ce processus est abandonné? Il faut que tout le monde sache. C'est la question que l'opinion publique pourrait se poser. Vous dites que ce sont des processus qui ont l'appui, le soutien de ces organisations-là, l'organisation continentale, je parle de l'UA,
notamment le président Lourenço de l'Angola, qui travaille. Aujourd'hui, quand le président de l'Angola travaille, il travaille dans quel cadre? Vu ce qui se passe sur le terrain. Il a été mandaté par l'Union africaine, mais également il y a l'Organisation des Nations Unies, l'ONU, qui également dit que c'est un processus sur lequel tout le monde doit se référer, s'appuyer. Nous avons d'autres partenaires en international qui disent la même chose. Comment encore, dans ce communiqué, vous dites qu'il y a eu ou il y a une indifférence de la communauté internationale? Il y a une indifférence de la communauté internationale parce que personne ne semble s'offusquer du fait qu'aujourd'hui, on ne parle plus de ce processus. On a essayé de le mettre en application et par après, on l'a arrêté, on a changé. Le processus prévoyait la résolution de ce problème par des voies pacifiques. Aujourd'hui, on est dans l'autre sens. On est en train d'utiliser la force. Et c'est ce que disait le communiqué. Cette indifférence de la communauté internationale par rapport à l'égard du renforcement militaire, je dirais même spectaculaire, des forces armées de la RDC. Et aujourd'hui, en connivence, en collaboration avec l'armée du Burundi, avec la SADC, comme on l'a dit, avec certains groupes armés, les FDLR, les Wazalendo, tout le monde est dans la voie de ce côté de la frontière, dans la voie de la guerre. Mais aujourd'hui, personne ne semble s'offusquer ou se poser des questions par rapport à cette option qui a été choisie par le gouvernement congolais de résoudre le problème par la voie militaire, par la guerre, alors qu'il y a un processus qui a été signé par les dirigeants de la région, soutenu, comme tu l'as dit, par l'OUA ou l'Union africaine ou les Nations unies. Donc, le Rwanda pose des questions. Qu'est-ce qui se passe? Finalement, a-t-on laissé tomber le processus de Luanda, de Nairobi, et pour s'engager dans la résolution de ce problème par la guerre? Il faut que tout le monde, que ce soit la communauté internationale, que ce soit les Nations unies, que ce soit l'Union africaine, se prononce là-dessus. Parce qu'au départ, tout le monde soutenait ce processus. Alors, dans le communiqué, vous allez loin en disant que les opérations militaires, comme vous dites que la RDC a choisi la voie de la guerre, il y a eu des mouvements de troupes, ou il y a encore des mouvements de troupes, en tout cas aux dernières nouvelles, que ce soit de la SADC, que ce soit des FRDC, du matériel arrive matin, midi, soir. Vous dites que ces opérations militaires ont pour intention d'expulser et de pousser le M23 vers les pays voisins. Vous voulez dire... Ce n'est même pas une intention. Aujourd'hui, ça a été fait. Prenons un simple exemple. Depuis que la guerre a repris, il y a eu plus de 13 000 réfugiés nouveaux au Rwanda. En plus qui rejoignent des milliers d'autres qui étaient là depuis plusieurs années. Oui. Et sachez que les réfugiés qui sont au Rwanda sont moins nombreux que ceux qui se trouvent en Ouganda et au Kenya. Je dis par pays, pas ensemble. Donc, il y a aujourd'hui, si on dit que la politique du gouvernement congolais, en ne voulant pas entendre les revendications des Congolais qui parlent Kinyarwanda dans cette région, c'est de les chasser. Aujourd'hui, s'il y a plus de 400 000 personnes qui sont parties, et parmi eux, certains sont partis depuis plus de 10 ans, depuis plus de 20 ans, et que ça continue, que penserais-tu de cette façon de faire, au lieu de résoudre le problème par des voies pacifiques, mais insister de vouloir insister et les résoudre par la voie militaire? Donc, c'est une volonté bien déterminée, surtout que même certains militaires de la SADC qui sont arrivés ont bien dit qu'ils ils venaient se battre pour chasser, pour renvoyer cette communauté dans leur pays d'origine.
quel est le pays d'origine ici? Là, vous faites allusion aux communautés Tutsi dont on parle en RDC, qui aujourd'hui sont également sous la menace et qui sont tués, massacrés. Et ça a Le été Rwanda, confirmé par les experts rapports des experts des Nations les Unies. experts des Nations Unies, et en plus, et par aussi la conseillère du secrétaire général. Voilà, en matière de prévention exactement. de Ce n'est génocide. pas seulement le Rwanda qui le dit. Voilà. Alors, face à une telle situation, parce que d'une part, on a une guerre qui est, en tout cas, qui est là. On a également, d'autre part, des massacres contre les civils et des massacres ciblés. On parle d'un génocide parce que tous les signes, en tout cas, sont là. Aujourd'hui, on doit dire que le Rwanda, vu son histoire récente de 1994, qui sait ce que c'est un génocide, c'est aussi une manière pour le Rwanda de tirer la sonnette d'alarme et de prendre la communauté internationale pour témoin de ce qui se passe. Ce n'est pas seulement une histoire d'expérience qu'avec le Rwanda, c'est aussi un devoir de chaque pays, que ce soit dans la région ou ailleurs. S'il y a il y a un risque de génocide, un risque de crime contre l'humanité, un risque de crime de guerre, et spécialement si on lit les statuts qui ont fondé l'Organisation de l'Unité africaine dans le temps. En ce qui concerne aussi les mercenaires, chaque pays a le devoir de signaler, de dénoncer s'il y a des mercenaires qui sont utilisés dans différents pays ici sur le continent. C'est exactement la même chose en ce qui concerne le génocide, les crimes de guerre, les crimes contre l'humanité, mais cette fois-ci au niveau mondial. Donc aujourd'hui, c'est normal que le Rwanda, d'après son expérience, d'après son vécu, dénonce ce qui se passe de l'autre côté de la frontière. Mais ce n'est pas seulement, comme je l'ai dit, le Rwanda qui le dit. Il y a le rapport des experts, il y a le rapport deux rapports de la conseillère dont on a parlé. Et voilà. Donc aujourd'hui, on est déjà dans cette situation. On est en train de massacrer, de tuer, de chasser, de brûler les gens parce qu'ils sont de telle ethnie, ils sont de telle région, parce qu'ils parlent telle langue. Et aujourd'hui, personne ne s'émeut, personne ne s'étonne que cela se passe, au vu aussi de tout le monde. Pendant la journée, sur les réseaux sociaux, un peu partout dans les discours. Et c'est un problème, ça a toujours des conséquences sur le Rwanda. Je viens juste de vous parler de 13 000 personnes qui sont parties il y a quelques jours. Et ça continue. Donc on est déjà dans cette situation qui est la conséquence de cette guerre, qui est la conséquence de 30 années de revendications qui n'ont pas été écoutées, entendues par le gouvernement congolais. N'oubliez pas qu'il y a quelque temps, on les qualifiait même pas, on les qualifiait de non-congolais, comme s'ils étaient des apatrides. Aujourd'hui, bon, Dieu soit loué, ça a un peu évolué, on accepte que ce sont des Congolais, mais on ne va pas parler avec eux, on préfère parler avec le Rwanda. Bon, l'essentiel, je crois que le plus important est que l'on puisse parler, mais là aussi, on n'y est pas encore. Alors là, vous parlez, vous insistez sur cette catastrophe-là humanitaire à laquelle nous assistons devant donc l'indifférence, comme le communiqué du gouvernement du Rwanda le dit. Maintenant, pour revenir à la question de la sécurité, là, vous faites vous nous donnez un peu la situation de ce qui se passe sur le terrain, l'observation des pays de la région, notamment pour ce qui se passe en RDC. Et maintenant, pour ce qui est de la sécurité du Rwanda. Le Rwanda, lorsqu'on lit le communiqué, il y a une menace ouverte et directe. Non voilée. Non voilée, si je dois reprendre vos mots, de sa sécurité. Oui. Et le Rwanda, selon le communiqué, ne va ménager aucun effort pour ce qui est de la protection de son territoire national. Est-ce que doit-on dire qu'on est au bord d'une guerre ouverte entre la RDC et le Rwanda? Et pourquoi? Aujourd'hui, prenons un simple exemple. Nous avons deux présidents, un de la RDC et l'autre du Burundi, qui ont
déclaré officiellement, et surtout devant des jeunes, qui sont prêts à aider quiconque va vouloir renverser le pouvoir à Kigali, au Rwanda. Je n'ai entendu personne critiquer cette position. Bon, si on veut renverser le pouvoir à Kigali, on est prêt à utiliser tous les moyens possibles. Je parle de ceux qui en ont parlé, y compris la guerre. Est-ce que ça, ce n'est pas une menace contre la sécurité de notre pays? On est prêt à renverser le pouvoir en utilisant tous les moyens possibles, tous les mouvements rebelles. On en parle juste devant la jeunesse. Aujourd'hui, si c'est juste un élément que je viens de vous parler, au début de l'émission, on a parlé des FARDC qui collaborent avec les FDLR. C'est pas maintenant, ils ont créé ensemble, ils sont dans la même armée, jusqu'à la garde présidentielle. C'est aussi une menace parce qu'on sait très bien l'objectif des FDLR. Aujourd'hui, ils sont armés. Ils sont juste de l'autre côté de la frontière. C'est pas une ou deux ou trois fois, ils ont déjà essayé d'attaquer le Rwanda. Ça, c'est une autre menace. On parle aussi de ces catastrophes humanitaires. Ça menace aussi la sécurité alimentaire, la sécurité normale des Rwandais. Mais on n'a pas le choix, on va les accueillir. Ce n'est pas pour autant que, parce qu'on dit que ça peut causer une certaine insécurité, qu'on ne va pas les accueillir. Non, ce n'est pas ce qu'on veut dire. Mais je voulais juste vous montrer sur 3 points comment la sécurité du pays est menacée. Mais en ce qui concerne ta question, le Rwanda n'a pas déclaré la guerre. Le Rwanda a toujours dit que, voilà, on ne veut pas résoudre les problèmes par la force, mais de notre côté, le Rwanda est prêt à assurer la sécurité du territoire rwandais et de sa population. En clair, ça veut dire quoi? En clair, ça veut dire qu'on est prêt, si on est attaqué, on se défendra. Mais le Rwanda ne prendra pas, n'attaquera, et ne va pas attaquer ses pays voisins. Mais si aujourd'hui on note, on explique pourquoi la sécurité du Rwanda est menacée, c'est vérifiable. L'exemple que je viens de vous donner où 2 présidents se disent prêts à renverser le pouvoir, est-ce que vous pensez que renverser le pouvoir du Rwanda va se faire juste en chantant? Non. Mais le Rwanda est prêt à se défendre s'il est attaqué. Il y a quelques mois, on a vu le territoire rwandais être violé, notamment par des avions, des drones. Il y a eu même un des avions, Sukhoi, qui a frôlé l'aérodrome de Rubavu. Est-ce que les signes, les preuves sont suffisantes pour le Rwanda devant la communauté internationale pour sa sécurité qui est menacée et que personne, par exemple, ne dira demain ou après-demain qu'il n'en savait rien? Voilà pourquoi il faut ce genre de communiqué. Bien écrit, bien signé par le gouvernement rwandais et bien expliqué par les différentes autorités de la République du Rwanda. Pour que demain, personne ne dise oui, on n'a pas su, oui, on n'a pas vu, oui, on n'a pas entendu. Aujourd'hui, tu viens de parler de certaines provocations. Aujourd'hui, à certains moments, il y a des avions qui passent la frontière et ils retournent. On a essayé, des fois, on a tiré sur eux et Dieu seul, oui, ça n'a pas recommencé. Mais le lendemain, on a tiré 3, 4 fois des bombes, on a bombardé le territoire rwandais, ça n'a pas continué. Et aussi on a assisté aussi à des scènes à la frontière. Oui, et puis il y a des scènes à la frontière, des fois des militaires qui rentrent, en prétendant qu'ils se sont trompés, ils ont bu, voilà. Je dirais que ce sont, des provocations. Mais à certains moments, ça peut aller au-delà. Si ces avions dépassent la frontière et qu'ils tirent 2, 3, et qu'ils bombardent, ça devient autre chose. Si ces militaires qui viennent à 2, à 3, à 4, demain ils viennent en tant que compagnie ou un peu plus, ça c'est autre chose. Si on bombarde toute la journée et que le lendemain on recommence, c'est différent de ce qui s'est passé il y a 1 ou 2 ans.
Donc voilà, il faut faire la part des choses, la provocation, et ne pas tomber dans le piège à y répondre, et aussi et voir, je veux dire, l'ampleur de ce qu'on appelle, ce qui serait une attaque d'envergure. À ce moment-là, les choses vont changer. S'il faut faire la guerre, le Rwanda la fera. Il y a une rhétorique de guerre qu'on a entendue depuis plusieurs mois à Kinshasa, mais également cette même rhétorique, elle est reprise au sud du Rwanda. Au Burundi, par exemple, on voit de plus en plus le gouvernement du Burundi se rapprocher de Kinshasa par rapport maintenant à la question sécuritaire. Il y a des troupes qui combattent clairement aux côtés des FARDC. Eux qui étaient hier encore membres de cette force de l'East African Community. Est-ce que le président du Burundi lui-même, qui était président de l'EAC même il y a quelques mois, donc qui a traversé toute cette période, il en sait quelque chose, doit-on dire, par exemple du côté du Rwanda, en tant que membre de l'EAC, vous vous sentez par exemple trahi ou vous vous dites que ce n'est... Quelle est la lecture de l'attitude d'un des membres de l'EAC, par exemple, qui était au cœur même de ces dossiers, qui aujourd'hui, clairement, sa position est hostile au Rwanda? Bon, aujourd'hui, je ne pense pas qu'il faut pas se précipiter en parlant de trahison, surtout que ceux qui ont changé de position n'ont pas encore expliqué clairement pourquoi ce changement. Je pense qu'il est toujours temps, on a encore du temps pour poser des questions, parce que la communauté n'est pas constituée que par 2 ou 3 pays. Aujourd'hui, il y a 2 ou 3 pays où on constate qu'il y a des problèmes. Mais, le Rwanda, le Burundi. Excusez-moi, un des ministres au Burundi l'a dit clairement que le mal de la région était le Rwanda. Oui, dire clairement que le mal de la région est le Rwanda, cela ne veut pas dire qu'on a donné des explications comment ce Rwanda est le mal de la région. Parce qu'aujourd'hui, on a seulement, je dirais, des discours, même des petits discours incendiaires. Si tu dis que le mal de la région est le Rwanda, il faut développer 1, 2, 3, 4, 5, 6, 10 points qui montrent que le mal de la région est le Rwanda. Aujourd'hui, si on retourne un peu en arrière, la seule raison qu'ils ont donnée pour changer de position, c'est juste dire que le Rwanda soutient les Red Tabara. Mais c'est en plus de cela, c'est une contradiction. Parce qu'il y a quelque temps, on parlait du processus de Luanda et de Nairobi. Le président de la République du Burundi avait bien signé que le Red Tabara se trouvait à l'est de la RDC. Il a bien paraphé et signé en affirmant que ce mouvement attaquait le Burundi à partir de la RDC. Le lendemain, son chef d'état-major a signé le même document quand ils ont commencé à dire comment s'occuper des mouvements étrangers qui se trouvent sur le territoire de la RDC. Ils ont cité Red Tabara, FDLR et ADF. Ils les ont signés, ces documents sont toujours là. Alors comment, du jour au lendemain, on change de position en expliquant que cette fois-ci, Red Tabara se trouve au Rwanda, attaque à partir du territoire rwandais. Donc on cherchait une raison pour montrer que voilà, le Rwanda est le mal de la région et justifier pourquoi on change de position. Est-ce qu'aujourd'hui vous affirmez, M. Mukurarinda, que le Rwanda n'a rien à voir avec les Red Tabara? Le Rwanda n'a rien à voir avec les Red Tabara. Et la preuve en est que s'il y avait des preuves tangibles, le gouvernement burundais, le président de la République du Burundi, n'aurait pas laissé passer cette chance pour les montrer à tout le monde. Pour vous, c'est un alibi pour... C'est un alibi pour pouvoir changer de position. Et c'est pour cela que je dis qu'il faudra un jour des explications plus approfondies, peut-être au sein de la communauté. Et peut-être que demain, il y aura une réunion au sein de la communauté et on posera des questions. Maintenant, vous avez dit que le mal de la région, c'est le Rwanda. Prouvez-le. Donnez-nous les preuves.
Nous avons parlé des partenaires au niveau du continent, nous avons parlé des partenaires, on a parlé des Nations Unies, mais il y a également d'autres partenaires internationaux, partenaires en matière de sécurité et des partenaires aussi en matière économique avec le Rwanda, la région aussi, principalement les États-Unis d'Amérique. Dans le communiqué sorti par le gouvernement du Rwanda en date du 18, et le communiqué dit clairement être surpris et surtout par rapport à la position de Washington, notamment par la voix du département d'État, donc le ministère des Affaires étrangères, qui donc, pour vous, selon le communiqué, c'est une position qui offre une image tronquée de la réalité qui se passe sur terrain. Est-ce qu'avec tous les services de renseignement dont disposent les États-Unis, vous dites qu'ils offrent, ou le département d'État offre une image tronquée de la réalité sur terrain? En fait, qu'est-ce qui motiverait cette position ou pourquoi offrir cette image selon vous? Bon, on vient de citer 3-4 points qui concernent la sécurité du Rwanda. Et ces 4 points, dont on a parlé de la bando, du processus de Nairobi et de Luanda, on a parlé de la militarisation de la RDC, on a parlé des problèmes des discours de haine, de discrimination, on est en train de voir des gens être tués. Et tout ça confirmé par les experts des Nations Unies et d'autres personnes. On a parlé de cette menace qu'ont fait les 2 présidents contre le pouvoir rwandais. Tout ça, quand on discute avec, parce que dernièrement, on discutait avec les Américains en tant que médiateurs. Tous ces éléments, ils le connaissent. Si ils sont capables de voir ce genre des informations concernant tel pays, concernant l'autre, mais ils sont au courant de toutes ces informations. Et il y avait un processus durant lequel on parlait de ces problèmes entre les 2 pays, avec les États-Unis comme médiateurs. Aujourd'hui, on dirait qu'on déforme, donc le département d'État déforme fondamentalement tous ces faits, ou les ignore, ou fait semblant de ne pas les connaître. Deuxièmement, il y a une contradiction. Aujourd'hui, nous avons un processus qui a été engagé par les services de renseignement des États-Unis entre les 2 pays. Et puis, de notre côté, nous avons le département d'État qui prend une autre position. Nous avons Madame l'ambassadrice à Kinshasa qui prend une autre position. Pourquoi est-ce que cette contradiction? Est-ce qu'il y a un manque de coordination ou il y a réellement contradiction? C'est une question. Et ce qui est bien précisé dans le communiqué, c'est que le Rwanda allait poser des questions. Et puis, il y a aussi notre changement. Est-ce que cette multiple face ou ces multiples facettes par des positions et d'interprétations, ça peut avoir des répercussions fatales sur la situation actuelle? Bien sûr, si on ne fait pas attention, bien sûr, si on n'est pas... ça peut influencer... Ça peut influencer parce qu'il y a un flottement, je veux dire. Ouais. Et c'est d'ailleurs pour cela que le Rwanda a dit que le gouvernement rwandais allait poser des questions. Donc, on constate et après, on posera des questions. Prenons notre exemple. Lorsque vous dites les questions, par exemple, quelles sont les questions, par exemple, aujourd'hui? Bon, par exemple, j'allais en parler. Poser, prenons l'exemple des FDLR, ouais, qui avaient été classés par le gouvernement des États-Unis, quand ils étaient encore appelés à lire, comme mouvement terroriste. Okay. Il y a eu un acte qui a été posé, écrit et signé, où on l'a qualifié de mouvement terroriste. Aujourd'hui, dans son même communiqué du département, on parle du gouvernement congolais en lui disant, écoutez, il faut cesser de collaborer avec les FDLR. Mais on en parle, on dirait qu'on demande au gouvernement congolais
de ne plus collaborer avec un mouvement juste qualifié de force négative. Un mouvement qualifié de force négative n'a rien à voir avec un mouvement terroriste. Il faut que ce soit bien expliqué. Quand vous parlez au gouvernement congolais, en lui demandant de ne plus collaborer avec les FDLR, est-ce que vous lui demandez de ne plus collaborer avec un mouvement terroriste que vous avez vous-même qualifié de terroriste, ou alors vous lui demandez à ne plus collaborer avec une force tout simplement négative? Donc, il y a eu un changement d'opposition, apparemment. Et tu disais, quel genre de question on allait poser? On va la poser. Est-ce que l'acte que vous aviez posé en 2001 a été annulé? S'il a été annulé, on aurait dû le savoir, comme on a su que voilà, le mouvement a été qualifié. Aujourd'hui, on était en train de négocier ou parlementer ou discuter avec comme médiateur le chef de sécurité ou des renseignements, mais quand on sort de ces réunions, on entend d'autres positions du département d'État, de telle ou telle autorité, tel ambassadeur. Donc, ce genre de contradiction, il faut que ça soit éclairci. Et c'est pour cela que le gouvernement rwandais a dit qu'on allait poser des questions. Peut-être pour finir, j'aimerais savoir aujourd'hui, nous sommes dans une situation délicate, ça c'est sûr. Est-ce que toutes les portes sont fermées pour espérer une sortie de crise, par exemple au conflit congolo-congolais, mais également à la situation entre pays voisins, notamment le Rwanda et la RDC, les questions qui les opposent? On peut espérer qu'il y a encore une lueur d'espoir, une fenêtre de possibilités, de dialogue et de trouver des solutions par la voie du dialogue ou par une solution pacifique qu'en arriver à une guerre ouverte. En tout cas, une chose est sûre, en ce qui concerne le Rwanda, la position n'a pas changé. Le Rwanda est prêt à discuter avec n'importe qui, surtout avec le gouvernement congolais, en ce qui concerne les relations entre les deux pays. Ça, c'est un. Deuxièmement, avec le gouvernement congolais, en ce qui concerne ce qui se passe à l'est de la RDC, si le gouvernement congolais a la volonté politique de résoudre ce problème par la voie des discussions, par la voie des négociations. Le Rwanda est prêt à participer, que ce soit midi, matin, soir, tant qu'on veut passer par la voie de discussion. Ça, c'est clair. Ça, c'est la position du Rwanda. En tout cas, certaines indiscrétions venues de Nairobi, notamment du mini-sommet dont on a mentionné, on dit que le président Tshisekedi avait dit qu'il était prêt pour toute solution pacifique, mais qu'il ne pouvait pas céder à n'importe quelle condition. Bon, quelles sont ces conditions? Et s'il y a conditions, il faut qu'il y ait des conditions, je dirais, pratiques et faisables. Aujourd'hui, si vous dites que vous n'allez pas discuter avec votre propre population, et pour justifier... Vous faites allusion à M23? Je fais allusion en général à la population de cette partie du pays qui est aujourd'hui menacée, qui est pourchassée parce que ce sont des Congolais qui parlent Kinyarwanda. Ce sont des Congolais qui parlent Kinyarwanda. Comme il y a d'autres Congolais, tous les Congolais ne parlent pas Swahili, tous les Congolais ne parlent pas Lingala. Il y a plus de, je ne sais pas combien de dialectes ou de langues dans ce pays, en tout cas plus d'une centaine. Entre certaines langues, Kinshasa n'hésite pas à dire que le Kinyarwanda ne fait pas partie. Ah ben voilà, il y a tout ce genre de... Il faut absolument que d'abord... C'est ça l'origine de ce problème. Il faut que l'origine de ce problème soit d'abord bien expliquée à tout le monde.
Vous ne pouvez pas dire je ne vais... Là, vous paraphrasez les propos du président Kagame qui dit qu'il faut attaquer les causes profondes de ces conflits. À la racine, oui. Sinon, c'est pour cela que ça dure 10, 15, 20 ans, 30 ans, que cette guerre se termine, reprend, s'achève d'une certaine façon, comme en 2013, et puis ça reprend. Il faut absolument... Parce que si vous dites que non, on ne va pas parler avec une partie de notre population, où est-ce qu'elle va aller? Parce que je pense que ces gens qui se battent de ce côté, à l'est de ce pays, ils se battent c'est une question de vie ou de mort. Ça, c'est un. Deuxièmement, ils se battent pour leur propre pays. Leur pays, ce n'est pas le Rwanda. Certaines positions radicales à Kinshasa disent d'abord ces forces doivent rentrer d'où elles sont venues. Où? Qui le disent officiellement. Où? Ils sont venus quand? Des gens qui sont partis il y a 4-5 siècles, tu vas les envoyer où? Non, parlant du M23 par exemple, ils disent avant tout dialogue, avant toute possibilité de dialogue, d'abord le M23 doit rentrer d'où il est venu. Mais si vous avez bien suivi dernièrement les explications du président de la République, lors d'un certain sommet où tous les dirigeants étaient réunis ensemble, il y en a un qui a posé la question, ces gens qui ont pris les armes, ils sont venus de mon propre pays. Pourquoi est-ce que vous accusez le Rwanda? Pourquoi est-ce que vous ne parlez pas d'où ils sont venus exactement? J'ai vu des Congolais dernièrement poser la question, où est la frontière de Bunagana? Cette frontière n'est pas... Bunagana n'a pas de frontière avec le Rwanda. En tout cas, ce n'est pas la frontière avec le Rwanda. Et il a posé à ses confrères, journalistes et des gens avec qui il débattait. Oui, est-ce que cette frontière... C'est un des hommes très connus en politique voilà, au c'est Congo. pas par là qu'ils sont rentrés, ceux qui ont les armes. Ils ont dit oui. Et alors? Donc aujourd'hui, je dis que si le gouvernement congolais prétend ne pas vouloir discuter avec sa propre population, c'est qu'il a des choses à cacher. Ce problème ne sera jamais résolu si vous n'écoutez pas votre propre population. Ce n'est pas parce que vous prétendez, vous les qualifier de terroristes pour justifier la non-négociation avec une partie de la population que cela va résoudre ce problème. Donc, comme je le disais en revenant à votre question, la position du Rwanda est claire. Nous, le gouvernement rwandais l'a toujours dit, on est prêt à aider, comme on l'a fait au niveau de la région pour résoudre ce problème, mais il faut une volonté politique du gouvernement congolais. Et de l'autre côté, on est prêt à négocier pour les relations bilatérales entre les deux pays, parce qu'il faut bien différencier ce qui se passe entre le Rwanda et la RDC et ce qui se passe au niveau de la région avec la communauté. Le Rwanda est prêt à aider. Mais si de l'autre côté, il n'y a pas de volonté politique, s'il y a la volonté de résoudre le problème par la voie militaire, je pense que ce problème ne sera jamais résolu parce que ça fait 30 ans qu'il dure. Alors pour vous, à Kinshasa, on doit tracer une ligne de démarcation entre les problèmes qui opposent la RDC au Rwanda et le problème qui oppose le gouvernement congolais avec sa population. Là, je veux dire, par exemple, les revendications et le cahier des charges du M23. Exact. Avez-vous jamais... Pensez-vous que cet amalgame soit à la base même de l'imbroglio dans lequel nous sommes et surtout de cette crise où on ne sait pas qui est qui et qui fait quoi? Absolument. Avez-vous jamais entendu entendu le gouvernement congolais nous dire, comme ils aiment dire que voilà, le problème c'est le Rwanda, le problème c'est le Rwanda qui soutient le M23. Avez-vous jamais entendu ce gouvernement expliquer à la population et congolaise, et rwandaise, et de la région, et à la communauté internationale, voilà ce que le M23, voilà ses revendications, voilà ce qu'on a fait à propos de leurs revendications, tel jour, telle date, tel endroit, voilà les conclusions qui sont sorties de ces négociations. Malheureusement, ce sont eux qui ne les ont pas appliquées. Voilà pourquoi on a décidé de résoudre ce problème par les armes. Avez-vous jamais entendu parler de ce processus? Et pourtant, on sait très bien qu'il y a eu beaucoup de négociations entre ce mouvement, le M23 et le gouvernement congolais. Même avant qu'il ne devienne le M23, on sait très bien, si on analyse l'historique de son nom, M23, ça vient d'où?
C'est grâce aux négociations qui avaient eu lieu, aux décisions qui avaient été prises, qui n'avaient pas été appliquées. Un certain 23, je ne sais même plus de quel mois. Donc, tant que, comme le président de la République l'a dit, on ne travaille pas, on ne réalise pas ce qu'il faut faire pour aller au fond du problème, ce problème perdurera. Au fond du problème également, on a vu l'arrivée de la SADC, par exemple, qui s'est aussi mêlée à la cadence, comme on dit. Est-ce que le fait que l'EAC, à un certain moment, s'est embourbé, en tout cas est sorti sur une note d'échec par rapport à sa mission, les causes de cet échec peuvent aussi être interprétées autrement. Est-ce que vous pensez que la SADC peut aussi être un espoir pour le retour de la paix dans la région? Tout mouvement, toute armée, tout homme ou femme politique qui pensera que ce problème sera résolu par la force, je suis convaincu qu'ils se trompent. Et surtout la SADC, qui a déjà combattu il y a 10 ans dans la même région, pour le même problème. Il devrait d'abord se poser la question pourquoi 10 ans on avait gagné ou on avait aidé le gouvernement congolais à remporter la guerre et que le problème ressurgit 10 ans après. Surtout eux spécialement, qui ont déjà participé en utilisant la force. Vous utilisez la force pour une période bien déterminée. Vous l'emportez, mais vous n'avez pas résolu le problème, le fond du problème. C'est ce que disait le président de la République ici. Donc, et puis, je ne vais pas parler en ce qui concerne la force est-africaine. Ce n'est pas elle qui s'est embourbée. C'est le gouvernement congolais qui lui a mis les bâtons dans la rue pour l'empêcher de fonctionner. Ce n'est pas la force qui s'est embourbée. Elle a essayé, elle a fait tout ce qu'elle pouvait, mais le gouvernement congolais n'en voulait pas. Parce qu'ils ont décidé de résoudre ce problème par la force. Ça revient toujours à ta question. Qu'est-ce qu'il faudrait faire? Il faut s'asseoir autour d'une table et négocier. Il faut d'abord identifier le problème. Quelle est la demande de cette population? Ce n'est pas au Rwanda de le dire. C'est à eux de le dire, à le dire à leur propre gouvernement. Et les écouter et négocier, tout simplement. La SADC à Kinshasa, on dit ils connaissent le contexte. Ils ont été là en 2013. Ce sont eux qui ont défait, avec l'appui bien sûr des Nations Unies, la MONUSCO aussi, par sa brigade spéciale. On dit que ce sont des connaisseurs du terrain, du contexte et de réalité. Ils ont déjà combattu. Peut-être que ce qui n'a pas marché, le mandat offensif, par exemple, là j'interprète bien les propos de Kinshasa, le mandat offensif que l'EAC devait utiliser et ne l'a pas fait, la SADC utilise ce mandat. Il faut bien préciser que... Et tout l'espoir repose là-dessus. Il faut bien préciser d'abord que ce n'est pas ça qui était le mandat de la force de l'Afrique de l'Est. Ce n'est pas un mandat offensif. On a les documents. On a les documents. Mais le mandat pouvait devenir offensif à certaines conditions. Mais le gouvernement congolais n'a pas permis qu'on aille jusqu'à ce point. Et ils voulaient directement... passer à cette option-là. Passer à cette option-là. Et pourquoi alors ils avaient signé? Pourquoi est-ce qu'ils avaient signé? Ils ont fait semblant. Donc aujourd'hui, penser que parce que la SADC, il y a quelques années, l'a emporté, cela ne signifie pas. Qu'est-ce qui te dit que les autres n'ont pas tiré de leçons par rapport à leur défaite d'il y a 10 ans? Il ne faut pas penser seulement d'un seul côté. Qu'est-ce qui te dit qu'ils n'ont pas tiré de leçons? Donc aujourd'hui, s'ils ont eux aussi tiré de leçons, c'est pour ça que je dis, ça ne sert à rien de vouloir résoudre ce problème par la force. Et l'expérience, le temps, nous prouve le contraire. Et peut-être pour terminer, on a commencé par la feuille de route de Luanda, le processus de Nairobi. Selon vous, porte-parole adjoint du gouvernement du Rwanda, avez-vous encore espoir? Oui, j'ai espoir tant que
parmi la communauté, même si qu'un seul pays, un seul suffit, qui dit que voilà, nous, on ne va pas, on ne met pas en avant la force militaire, on ne met pas en avant la résolution de problèmes par la guerre, on insistera, on continuera à le demander, à le notifier, à le dire à qui que ce soit que ce problème ne sera résolu que par la voie pacifique. Et je pense qu'il y a des pays qui sont également convaincus par cette option. Même le médiateur, les USA dont on parlait, eux aussi parlent de réduire la tension, de diminuer les forces de part et d'autre sur les frontières, d'essayer d'aller vers la voie des négociations. Donc, il y a quand même certains pays ou certaines personnes ou certaines autorités qui se disent, voilà, la guerre, ça n'a rien donné, donc il faut aller vers la voie pacifique. Donc, il y a de l'espoir. Alain Mukurarinda, porte-parole adjoint du gouvernement du Rwanda, qui nous expliquait la position du Rwanda, la position officielle, pour ce qui est de la lecture de la situation sécuritaire, notamment dans la région, et particulièrement pour la sécurité du Rwanda par rapport aux événements qui se passent, notamment dans la partie est de la RDC et tout le contexte dans lequel tout cela se passe. Merci beaucoup, M. Alain Mukurarinda, pour votre disposition et surtout de nous avoir accueillis dans votre bureau. C'est moi qui vous remercie.